Je vous invite à venir avec moi un instant dans un lieu où l'air est lourd de verdicts et de destins scellés. Une grande salle d'audience. Ici, le silence n'est pas une absence de bruit, mais une présence dense, une lame suspendue au-dessus des vies. Au centre de cette arène moderne se tient un homme, Julian Mantel. Voyez-le. Il n'est pas seulement habillé de succès, il en est l'armure. Son costume italien, taillé sur mesure, est la première ligne de sa défense. Sa réputation le précède comme une ombre intimidante. Il est le titan du barreau, l'avocat que les légendes murmurent, celui dont la volonté seule plie la réalité. Il est au sommet de son monde, un empire bâti sur la parole, le conflit et la victoire. Et puis, au milieu d'une plaidoirie, alors que tous les regards sont fixés sur lui, quelque chose cède. Ce n'est pas sa voix, ce n'est pas son argumentation, c'est plus profond. C'est la fondation même de l'édifice. Le corps a trahi l'esprit, ou peut-être, l'esprit a-t-il enfin cessé de tyranniser le corps. Julian Mantel s'est effondré. Non pas comme un homme qui trébuche, mais comme une statue de marbre que l'on aurait cru éternelle et qui se brise en un instant dans un fracas silencieux qui a secoué une vie entière. Cette chute, si brutale, n'était que le prélude d'une histoire bien plus grande. C'est le murmure de cette histoire que je souhaite partager avec vous. L'homme qui a recueilli ce murmure, et en a fait un chant, est Robin Sharma. Ne le voyez pas comme un simple auteur, mais plutôt comme un explorateur des géographies intérieures, un cartographe des potentiels humains, dans un monde qui nous pousse si souvent à regarder ailleurs. Son œuvre, Le moine qui vendit sa Ferrari, n'est pas un manuel, c'est une fable spirituelle pour notre temps, un conte de fées pour les adultes qui ont oublié le chemin de leur propre royaume. C'est une réponse, douce et puissante, à cette maladie moderne du succès sans le sens, de l'abondance sans la joie. Car je dois vous le dire, ce récit n'est pas celui d'un échec, c'est le chant d'une métamorphose, c'est la preuve vivante qu'en perdant l'illusion de tout posséder, vous pouvez enfin toucher à l'essence de ce qui vous est nécessaire. Le véritable voyage de Julian Mantel ne s'achève pas sur le sol froid de ce tribunal. Il commence ici, au pied du mur de ses propres ambitions, là où la route s'arrête, là où le chemin, enfin, se révèle. Avant la chute, il y eut le sommet. Un sommet si éblouissant qu'il aveuglait celui-là même qui y trônait. Pour comprendre la renaissance de Julian Mantel, vous devez d'abord contempler la cage dorée qu'il s'était lui-même forgée. Il possédait les jours, qu'il enchaînait comme des perles sur le fil tendu de son agenda. Il possédait les nuits, qu'il sacrifiait sur l'autel de dossiers toujours plus lourds. Et puis, il y avait la Ferrari, écarlate. Elle n'était pas un simple véhicule. Elle était son armure de laque et de chrome, un bouclier vrombrissant contre le silence qui le guettait dès que le moteur se taisait. Elle était la preuve pour le monde extérieur d'une plénitude qui, à l'intérieur, n'existait pas. Car on peut posséder le monde et n'être le roi de rien. Julian était devenu l'esclave de sa propre légende. Chaque matin, le café noir n'était pas un plaisir, mais le carburant d'une machine de guerre. Ses relations étaient des négociations. Son cœur, une place de passage, jamais une demeure. Il était le maître des prétoires, l'avocat qui gagnait toutes les guerres des autres, mais qui, chaque soir, perdait la sienne en silence. Son âme était un jardin magnifique, mais un jardin assoiffé, qu'il avait depuis longtemps cessé de visiter. Bien plus tard, il vous aurait confié
comme il l'a fait à son jeune disciple, la vérité de ses années de gloire. Chaque nouvelle victoire, m'a-t-il dit, avait le goût de la cendre. Je polissais les coupes et les trophées sur les étagères de mon bureau, mais je sentais la poussière s'accumuler sur mon âme. Cette Ferrari écarlate, comprenez-vous, n'était pas le trophée ultime. Elle n'était que le miroir le plus brillant, le plus assourdissant de mon immense solitude. Et lorsque le corps a dit non, lorsque le cœur a tiré la sonnette d'alarme, l'âme, enfin, a trouvé la force de répondre. Alors il a tout vendu. La villa qui surplombait la ville, l'avion privé qui fondait les nuages, et enfin, l'armure, le symbole, la Ferrari. Ce ne fut pas un acte de défaite, c'était le premier acte de véritable souveraineté. Le premier pas, non vers le vide, mais vers les sommets silencieux de l'Himalaya, en quête d'une richesse que nul tribunal ne pourrait jamais lui accorder. Son voyage a commencé là où toutes les cartes du monde connu prenaient fin. Julian a marché vers l'Orient, non pas en conquérant, mais en pèlerin. Je l'imagine se dépouillant de son ancienne vie, comme on se défait d'un vêtement trop lourd après une longue journée. D'abord, l'arrogance, puis la certitude, puis la montre en or, puis le besoin de prouver. Chaque pas sur la terre poussiéreuse de l'Inde était un pas de plus vers lui-même. Il ne cherchait plus la fortune, il cherchait une réponse à la seule question qui comptait. Comment vivre ? Et c'est là, tout en haut du monde, dans le silence assourdissant de l'Himalaya, qu'il a entendu parler d'eux, les sages de Sivana. Une communauté de moines dont l'existence même était une légende murmurée. On disait d'eux qu'ils détenaient les clés d'une vie épanouie. Sivana n'est pas un lieu que l'on trouve sur une carte, vous savez. C'est un sanctuaire que l'âme reconnaît. Un état d'être où le temps ralentit pour épouser le rythme de votre propre cœur. C'est là que Julian est enfin parvenu, épuisé, humble et prêt. Un homme vint à sa rencontre. Son visage était une carte de sérénité. Ses yeux brillaient d'une jeunesse qui défiait les années. C'était Yogi Raman, le maître de ces sages. Il n'a pas demandé à Julian d'où il venait, ni ce qu'il avait accompli. Il lui a simplement demandé où son cœur désirait aller. Et dans cet accueil, Julian a trouvé le premier instant de paix véritable de toute sa vie d'adulte. C'est alors que Yogi Raman lui a offert le cœur de leur savoir, non sous la forme d'un dogme ou d'une loi, mais sous celle d'un conte mystique, une clé forgée en images. Je vous la livre aujourd'hui, brute et pure, telle que Julian l'a reçue. Le sage lui a dit « Imaginez un jardin splendide et luxuriant. Au centre même de ce jardin se dresse un phare immense et imposant. Soudain, la porte du phare s'ouvre et un lutteur sumo de près de 3 mètres de haut en sort dans un silence total. Le lutteur, qui ne porte pour seule vêture qu'un simple câble de fil de fer rose, se promène dans le jardin et trouve une montre en or, oubliée là. En se penchant pour la ramasser, il glisse et tombe lourdement. Mais des roses jaunes, magnifiques et odorantes, amortissent sa chute, et leur parfum le ranime instantanément. Il se relève, et son regard se porte sur un long sentier sinueux, un chemin qui semble s'étirer à l'infini, entièrement couvert de millions de diamants scintillants. Vous vous souvenez de cette fable, de ce conte mystique offert à Julian sous les cimes du monde? Permettez-moi de lever le voile sur son premier secret. Un secret si simple et si profond qu'il est le fondement de tous les autres.
le jardin. Ce jardin splendide et luxuriant que vous avez imaginé. Il est en vous. Ce jardin, m'a expliqué Julian, c'est votre esprit. Pendant des années, il avait laissé le sien à l'abandon. Et comme dans tout jardin négligé, les mauvaises herbes avaient pris le pouvoir. Le murmure de ses peurs, l'ombre de ses regrets, le bruit incessant de ses anxiétés. Vous connaissez peut-être ces visiteurs indésirables. Ils étouffent la beauté, ils assèchent la source de la joie. Les sages lui ont enseigné qu'il devait redevenir le gardien de son propre sanctuaire, qu'il devait, avec une patience infinie, arracher une à une les pensées qui ne servaient pas à sa paix. Pour cela, ils lui ont offert une pratique, un rituel d'une beauté désarmante, le cœur de la rose. Il s'agit simplement de prendre une rose fraîche, de la contempler, et de laisser son attention se poser sur elle, et uniquement sur elle, sur ses couleurs, sa texture, son parfum, jusqu'à ce que le monde et le tumulte de l'esprit s'effacent, jusqu'à ce que seul le silence demeure. Les sages lui ont offert cette perle de sagesse, et je vous l'offre à mon tour. La qualité de votre vie est déterminée par la qualité de vos pensées. Votre esprit, voyez-vous, est un serviteur magnifique, mais un maître terrible. Et une fois que votre jardin intérieur retrouve sa quiétude, une fois que les nuages du doute se dissipent, vous pouvez enfin lever les yeux et voir ce qui a toujours été là, au centre. Le phare. Ce phare imposant. C'est le but de votre existence. C'est votre mission de vie, votre dharma. Les sages ont montré à Julian qu'un homme sans but est comme un navire sans gouvernail, à la merci des courants et des tempêtes. Naviguer sans destination, c'est s'épuiser pour rien. Et attention, ce phare ne nous guide pas vers un port fait d'or ou de renommée. Non, il vous éclaire le chemin vers votre plus haute contribution. Quelle est la chanson que vous seul pouvez chanter? Quelle est la graine unique que vous êtes venu planter sur cette terre? Voilà la lumière du phare. C'est la découverte de votre vocation profonde, de votre place unique dans la grande symphonie du monde. Car un esprit en paix sans direction est un navire magnifique mais immobile. Et une mission sans un esprit clair est une lumière perdue dans la tempête. Une fois que votre esprit est un jardin apaisé et que la lumière de votre phare intérieur vous guide, il est temps de marcher. Mais comment? La fable, dans sa sagesse, nous offre les secrets du mouvement juste. Rappelez-vous de ce colosse silencieux qui émerge du phare, ce lutteur sumo. Il n'est pas l'image de la force brute, mais celle d'une maîtrise parfaite, acquise jour après jour. Il est le symbole du Kaizen, ce mot venu d'Orient, qui signifie l'amélioration douce et constante. Les sages ont enseigné à Julian que la grandeur ne naît jamais d'un seul acte héroïque, mais de la répétition patiente de gestes minuscules. N'attendez pas de vous-même de déplacer des montagnes en un jour. Contentez-vous de déplacer une seule pierre, mais déplacez-la chaque jour. Une page lue, 10 minutes de silence, un mot bienveillant offert. Ces petits pas, accumulés, bâtissent le chemin vers l'excellence de l'âme. La maîtrise n'est pas un sommet à atteindre, c'est la grâce avec laquelle vous marchez sur le sentier. Et comment ce colosse trouve-t-il la force de persévérer? Regardez ce qu'il porte. Ce simple câble de fil de fer rose. Il semble si fragile. Et pourtant, il vous enseigne le pouvoir de l'autodiscipline. Un câble, voyez-vous, ce n'est qu'un assemblage de brins infiniment fins
Seuls, chaque brin se briserait. Tressés ensemble, ils acquièrent la force de l'acier. Ainsi en est-il de votre volonté. Chaque oui dit à l'effort, chaque non dit à la facilité, chaque réveil avant le soleil, chaque engagement tenu envers vous-même est un fil que vous tressez. Ce ne sont pas des contraintes, mais des rituels sacrés, des actes d'amour envers votre futur vous. Et peu à peu, sans même vous en apercevoir, vous vous forgez un caractère qui ne plie plus au premier vent contraire. Enfin, ce géant discipliné, sur son chemin d'amélioration constante, trouve une montre en or. Ce n'est pas un appel à la hâte, ni un rappel de vos rendez-vous. Non. C'est un murmure sacré. Il vous rappelle que le temps est votre bien le plus précieux, la seule richesse qui ne vous sera jamais rendue. Ce n'est pas un océan infini dans lequel vous pouvez nager à loisir. C'est une rivière qui ne s'écoule que dans une seule direction. Chaque heure est une perle. Chaque minute, un don. Les sages ont appris à Juliane à honorer ce don, en se consacrant à ses priorités et en apprenant l'art divin de dire non. Car dire non à ce qui est secondaire, c'est dire un oui retentissant à ce qui est essentiel pour votre âme. Car celui qui maîtrise ton temps, m'a dit Juliane, maîtrise sa vie. Notre lutteur, ce colosse de discipline, a glissé. Il est tombé. Cela vous arrivera aussi. Cela nous arrive à tous. La vie nous fait trébucher. Mais dans la fable, observez bien ce qui se passe. Qu'est-ce qui le ranime? Ni sa volonté de faire, ni sa force immense. C'est le parfum des roses jaunes. Leur parfum est un don, une offrande silencieuse. Les roses sont le symbole de la compassion et du service désintéressé. Julian Mantel, l'homme qui avait tout pris, a appris la joie suprême de donner. Les sages lui ont révélé le plus beau des paradoxes. Votre propre vie ne s'illumine véritablement que lorsque vous vous efforcez d'illuminer celle des autres. Servir n'est pas une corvée, c'est un privilège. C'est la sève qui nourrit les racines de votre propre bonheur. C'est en se consacrant à l'épanouissement des autres que l'on trouve le sien. Julian a compris ce jour-là la vérité la plus profonde, et je vous la transmets comme un secret précieux. La plus noble des vocations est de donner. La qualité de votre vie se résumera finalement à la qualité de votre contribution. Ranimé par cet acte de compassion pure, notre sumo se relève. Et que voit-il devant lui? Un sentier qui brille de mille feux, un chemin pavé, non pas d'or, mais de millions de diamants scintillants. Voici la dernière leçon, le couronnement de la sagesse. Ce n'est pas un chemin qui mène au trésor, le chemin est le trésor. Chaque diamant est un instant présent, vécu en pleine conscience. Nous passons nos vies à courir vers un horizon de bonheur futur, sans voir les joyaux qui jonchent le sol à nos pieds. Ces diamants, c'est le rire d'un être cher, la chaleur du soleil sur votre peau, la saveur d'un fruit mûr, le silence paisible d'un matin. Les sages ont appris à Julian à cesser de vivre dans le souvenir d'hier ou dans la promesse de demain, pour enfin habiter la seule demeure qui lui appartienne vraiment, l'instant. Le bonheur, lui ont appris les sages, n'est pas une destination lointaine que l'on atteint au bout du chemin. C'est l'art de remarquer les diamants qui sont déjà sous vos pas, ici et maintenant.
Ainsi s'achève le récit de la métamorphose de Julian Mantle. Mais je vous en prie, ne voyez pas son parcours comme une simple histoire à écouter. Considérez-le comme une carte précieusement dessinée pour vous. Une carte qui mène à des terres arides de l'ego, à l'océan infini de l'âme. Une carte qui nous enseigne que la Ferrari n'a jamais été le véritable problème. Elle n'était que le symptôme assourdissant d'une vie dont la boussole intérieure était brisée. Julian n'a pas renoncé au succès. Non, il a simplement redéfini. Il lui a donné un cœur, une direction, une âme. Et c'est pourquoi cette fable, au fond, est un miroir. Elle ne vous parle pas de Julian Mantle, elle vous parle de vous. Elle vous invite à contempler vos propres Ferrari. Peut-être la vôtre n'est-elle pas une voiture, mais un titre, une attente, une peur, une armure que vous portez chaque jour et qui, tout en vous protégeant, vous empêche de respirer. L'héritage de ce conte est une vérité aussi simple qu'un lever de soleil et aussi puissante qu'un fleuve. La vie la plus riche n'est pas celle qui accumule le plus, mais celle qui contribue et rayonne le plus. Car il existe en vous, comme en chacun de nous, un moine et un avocat, un être en quête de sens qui cherche à cultiver le jardin intérieur, et un autre en quête de performance qui cherche à bâtir des empires dans le monde extérieur. La clé, cette clé ultime que Julian nous a rapportée de son long voyage, n'est pas de choisir l'un contre l'autre. La clé est de les faire marcher ensemble, main dans la main, sur ce chemin pavé de diamants que vous avez appris à reconnaître. Merci d'avoir partagé ce voyage au cœur de la sagesse. Que votre propre chemin soit lumineux.